Nivext, amélioration de la connaissance des tempêtes passées sur le littoral Atlantique-Manche. Donc, bonjour. Tout d'abord, je tiens à excuser ma collègue Camille Debord qui n'a pas pu venir ici présenter ses travaux. Donc, je vais essayer de la remplacer. Donc je vais vous présenter en fait les travaux réalisés lors du projet Nivext, donc portant sur les niveaux extrêmes, consistant en l'amélioration de la connaissance des tempêtes du passé sur le littoral Atlantique-Manche depuis 1850. Donc ça a consisté à faire tout d'abord l'inventaire des niveaux extrêmes observés au niveau des marégraphes, à analyser ces observations ou bien à réanalyser les enregistrements. Donc tout d'abord, l'objectif c'est de contribuer à l'amélioration de la connaissance des événements de tempête du passé. Le cadre, donc c'est un projet réalisé au CHUM pour le compte de la Direction générale de la prévention des risques du ministère de l'écologie, donc sur une durée de 2 ans, en coopération avec Météo France. C'est aussi associé à la démarche de la DGPR via le plan de submersion rapide interministériel. Donc l'étude proprement dite donc, se compose en 2 volets. Le premier volet donc, porte sur l'étude des événements de tempête. Donc on a ciblé un certain nombre d'événements entre 1850 et 2010 à partir des données marégraphiques du CHUM, donc, ou bien à partir des archives papier, ou bien à partir de la base de données numérique. Donc le premier travail était d'évaluer le potentiel des archives du CHUM et d'étudier pour cette étude, de fournir un état des lieux de la connaissance des niveaux marins mesurés lors de ces principaux événements de tempête et de dégager des événements de référence en termes de niveau d'eau ou en termes de pic de surcote. Enfin, un deuxième volet portait plus sur la caractérisation des particularités des observations de marée, donc observées à partir des marégraphes du réseau Ronim qui a été présenté précédemment, et d'étudier la réponse aux tempêtes. Donc ça s'est concrétisé par une étude spécifique portant sur les sèches portuaires. Donc la méthodologie qui a été utilisée ici, donc la première étape c'est le cadrage des événements de tempête. Donc pour ça on a sélectionné un certain nombre d'événements à partir des dates, de leur date. Ensuite un travail prospectif a été réalisé aux archives du CHUM axé sur ces événements. Donc d'abord il a fallu rechercher les données marégraphiques nouvelles, donc à partir des relevés de hauteur d'eau, des marégrammes papier, et aussi un point important c'est d'essayer de trouver les métadonnées associées à ces mesures. Ensuite, il y a eu un travail de recherche des données météorologiques. Bon, dans le projet, ces données n'ont pas été exploitées, mais certaines ont quand même été numérisées. Ensuite, il a fallu traiter ces données. Donc, tout d'abord, une sauvegarde des fichiers, des données papier en forme d'image numérique, une numérisation des séries de hauteur d'eau, ou bien manuel ou semi-manuel, et enfin le référencement des séries de hauteur d'eau. Et enfin, l'analyse des événements à partir des données disponibles et exploitables, donc issues des archives toujours ou des bases de données. Donc par comparaison des séries d'observations aux séries de prédictions, qui nous permet de calculer les paramètres maximaux comme la hauteur maximale atteinte, la surcote de pleine mer et les surcotes instantanées. Et enfin, il y a eu une sélection, un référencement des différentes tempêtes observées en fonction des régions. Donc la zone d'étude couvre le littoral Atlantique-Manche. Donc ça s'étend de Sokoa, donc Saint-Jean-de-Luz, au sud jusqu'à Dunkerque au nord. Donc pour cela, 21 ports du réseau Ronim ont été étudiés. En plus, à cela s'ajoutent aussi des mesures anciennes, donc faites par exemple à Fort-Boyard, à Rochefort ou à Saint-Servant, et aussi des mesures ponctuelles de hauteur d'eau issues de mesures d'opportunité ou de campagnes hydrographiques du passé. La zone temporelle, donc la couverture temporelle s'étend de 1850 à 2010. Donc on peut voir sur la petite frise là en bas quelques dates clés pour la mesure de la marée. Donc tout d'abord le premier marégraphe analogique permanent. Donc c'était un marégraphe à flotteur installé à Toulon en 1844. On fait un gros saut en avant. Donc le premier marégraphe numérique donc installé en 1992, et enfin, plus récemment, le premier marégraphe numérique qui acquiert à haute fréquence, donc à une fréquence de 1 minute en 2000.
Ici sont représentées sur la frise en haut en fait, les dates des tempêtes ciblées dans l'étude. Donc on voit une forte densification des tempêtes étudiées sur la période récente. Elles sont aussi représentées en fonction du coefficient de marée calculé à Brest. Donc la sélection de ces différentes dates s'est faite à partir de plusieurs sources. Tout d'abord l'inventaire issu de la vigilance vague submersion, donc fourni par Météo France. Aussi on s'est basé sur l'inventaire de Besmoulin, donc qui a rédigé un ouvrage, un article où il répertorie les différentes tempêtes en France, qu'il a publié en 2002. Et on s'est aussi basé sur différentes études universitaires localisées, comme sur le bassin d'Arcachon, la Vendée, les Charentes, et aussi sur des articles scientifiques. Donc ainsi, 120 dates ont été retenues, allant de 1856 à 2010, associées à des coefficients de marée entre 30 et 115, et réparties sur l'ensemble du littoral étudié. Sur ces 120 dates, 70 ont été priorisées. Donc les critères de choix pour sélectionner les différentes tempêtes se sont basés sur plusieurs paramètres, comme le coefficient de marée, les dégâts relatés, les conditions météorologiques, aussi une bonne représentativité géographique des tempêtes, et aussi d'avoir un maximum de cas différents à étudier. Donc un premier bilan, donc mené aux archives. Donc, comme mes collègues en ont parlé, le travail fait aux archives est très chronophage. Donc 12 mois de travail ont été faits à temps plein pour la recherche des archives et le traitement des données. 150 données marégraphiques ont été sauvegardées au format numérique. 36 données nouvelles ont été trouvées, principalement à partir des registres du 19e siècle. 111 marégrammes ont été scrutés pour évaluer la plus-value d'une numérisation à un pas de temps plus haute fréquence, afin de relater des surélévations liées à des phénomènes haute fréquence. Je vous en ai parlé, c'est l'histoire des métadonnées associées. Donc, pour bien référencer ces données, on a besoin d'avoir les informations de référencement, donc à la fois verticalement et en temps. Donc les données référencement nécessaires à l'exploitation des données, c'est la référence, le zéro de référence verticale des mesures, donc la correspondance par rapport au zéro hydrographique actuel, et enfin le référencement temporel, donc parce que les données anciennes peuvent être associées à plusieurs systèmes horaires différents, comme le temps solaire vrai, le temps solaire moyen ou le temps universel. Donc au final, un bilan exhaustif des données d'archives disponibles au CHUM et exploitables a été fait. 33 nouvelles séries de hauteurs d'eau ont été constituées et référencées. Et 5 séries de hauteurs d'eau ont été renumérisées à un pas de temps plus haute fréquence, à une fréquence de 1 ou 5 minutes, donc qui permet une meilleure localisation temporelle du pic de surcote. Donc voilà un petit paysage en fait des données d'archives qui ont été collectées et numérisées. Tout d'abord un exemple de registre de marée. Donc ici un exemple à Saint-Nazaire, un registre d'octobre 1882. Donc voilà où on a les horaires de marée, la hauteur associée écrit sur le papier. Un marégramme ancien. Donc ça c'est les données issues des marégraphes à flotteurs, donc qui tracent la série de hauteurs d'eau. Donc c'est un marégramme qui a été pour la hauteur d'eau mesurée à Rochefort en janvier 1890. Plus récemment, il y a les relevés de mesures à l'échelle de marée, donc par exemple à Dielette en 1948 ici. Et enfin, des marégrammes plus récents, comme ici à Portudi en 1990. Donc le travail, c'est de réussir à numériser et à rentrer en base de données toutes les valeurs de hauteur d'eau issues de ces différentes archives. Donc une fois que c'est numérisé, voilà, la numérisation se fait, là un exemple pour un registre de Cherbourg de 1880. Donc T7 en fait c'est le numéro qu'on donne aux différentes tempêtes, donc classé dans un ordre chronologique. Donc la numérisation se fait tout d'abord d'une façon manuelle, où on rentre en base en fait la date et les hauteurs de marée.
Donc ensuite, le travail consiste à référencer ces valeurs. Donc tout d'abord, il y a un référencement en temps à faire, donc je vous en ai un peu parlé. Donc il faut trouver le système horaire associé aux mesures. Donc là, dans cet exemple-là, c'est le temps solaire vrai. Après, il faut corriger, il faut appliquer une correction de temps en fait, pour se ramener au temps universel qu'on utilise. Donc tout d'abord, l'équation de temps qui permet de passer du temps solaire vrai au temps solaire moyen. Et enfin, une correction en longitude pour passer du temps solaire moyen au temps universel. Donc premier référencement en temps, deuxième référencement en hauteur. Donc pour le référencer en hauteur, il faut rechercher la correspondance du zéro du marégramme à la date de la mesure avec le zéro hydrographique actuel. Donc pour ça, il faut consulter différentes documentations comme les documents d'archives, les correspondances entre les opérateurs locaux et les donneurs d'ordre, les annales hydrographiques et les annuaires de marée qui peuvent fournir ce genre d'informations. Enfin, quand on a trouvé l'info, on peut relier les différents zéros historiques aux zéros hydrographiques actuels. Donc ce travail est assez fastidieux. Donc, voilà pour les données utilisées en fait. Après, pour analyser les différents événements, on se base donc voilà, tout d'abord sur les observations de hauteur d'eau. Donc une fois que c'est numérisé, issu de la base de données du CHOM. Donc il y a deux types de séries différentes. Tout d'abord les données anciennes à 1 heure, issues des marégraphes à flotteurs, et les données plus récentes à un pas de temps de 10 minutes, ici des marégraphes numériques. Ensuite, on a aussi utilisé les données nouvelles qu'on a trouvées aux archives. Donc 33 nouvelles séries de hauteur d'eau ont été numérisées avec un pas de temps de 15 minutes ou 15 ou 5 minutes. Ensuite, on utilise aussi, toujours pour évaluer les surcotes, on en a pas mal parlé déjà ce matin, donc des prédictions de hauteur d'eau. Donc pour ça, on se base sur le module masse de calcul de constante harmonique au CHOM. Et on utilise les constantes harmoniques datées de octobre 2011. Mais il va falloir, dû à l'élévation du niveau moyen, essayer de ramener le niveau moyen à la date de la mesure. Donc pour ça, on fait une correction du niveau moyen. Et donc voilà ce que je viens de dire. Donc pour ça, en fait, pour calculer la tendance d'élévation du niveau moyen, on a décidé d'utiliser, on a fait un choix, on fait un ajustement linéaire sur les niveaux moyens journaliers. Donc là, on a un exemple en fait au Sable d'Olonne, des niveaux moyens mesurés depuis 1965. Donc on voit en haut en fait les niveaux moyens journaliers, au milieu les niveaux moyens mensuels et en bas les niveaux moyens annuels. On trace une droite de régression. À droite, en fait, c'est les incertitudes associées, en fait. Donc on voit que déjà en utilisant des niveaux moyens annuels, on enlève beaucoup de données et on augmente en fait l'incertitude sur la droite de régression qu'on calcule. Donc en fait, on a décidé d'utiliser la tendance calculée sur les niveaux moyens journaliers. Donc là, vous voyez en fait les différentes tendances d'élévation calculées pour tous les ports du réseau RONIM sur la façade Manche Atlantique. Donc voilà. Une indication aussi, c'est qu'aucune correction n'est calculée pour les sites disposant de moins de 10 ans de données, parce qu'on n'arrive pas à tracer une tendance fiable si on n'a pas assez de mesures. Et pour les séries juste à 10 ans de données, on a de grandes incertitudes. Donc alors, une fois qu'on a nos observations, nos prédictions, on peut calculer tous nos paramètres en fait. Donc pour chaque événement de tempête, donc référencé avec son petit numéro, là c'est un exemple pour la tempête 121. Donc pour l'ensemble des ports étudiés, donc à partir des séries de hauteur d'eau et des prédictions de marée, on calcule les paramètres météo marins à partir de la veille du jour de la tempête jusqu'à un jour après. Donc on calcule les hauteurs maximales observées, donc on trouve la date de cette hauteur maximale. On calcule aussi les surcotes de pleine mer et les surcotes instantanées associées. On sort aussi les surcotes de pleine mer maximale, les surcotes de basse mer maximale, et aussi on trace la surcote instantanée, et donc avec son paramètre de surcote instantanée maximale. Donc ceci fournit en fait une vue d'ensemble pour chacune des tempêtes étudiées.
Donc tout d'abord, les hauteurs, vous pouvez voir, j'ai peut-être un truc. Ouais. Ici, en fait, on voit les hauteurs maximales observées donc, pendant la tempête, donc au niveau de chacun des marégraphes qu'on mesurait à cette date-là. Donc les différentes hauteurs sont comparées au niveau extrême statistique issu du produit CHOM7MEF 2012. Et donc ça fournit une indication du caractère extrême des hauteurs mesurées pendant cette tempête. On trace aussi les séries de surcotes instantanées, donc c'est ce qu'on peut voir ici à droite, en fait, en fonction du temps, pour chacun des ports, on trace la surcote instantanée. Donc ça donne une indication de l'intensité du pic de surcote sur la zone touchée et le déplacement géographique, si la dépression, enfin la tempête s'est déplacée. Et en fait, on peut voir aussi, enfin on verra en plus gros tout à l'heure, on voit aussi la hauteur de marée, là, donc les niveaux, les instants de pleine mer, de basse mer. Donc on peut voir la concomitance en fait du pic de surcote avec la pleine mer ou la basse mer. Donc en fait, dans le rapport en fait de l'étude, des fiches ont été rédigées en fait. Donc tout d'abord les fiches de synthèse par événement. Donc pour chaque événement de tempête, une fiche, comme je vais vous présenter, est rédigée. Donc on voit pas très bien, je suis désolé. Donc un tableau déjà qui reprend en fait les paramètres météo marins, donc les hauteurs maximales observées, la correspondance par rapport au niveau de période de retour issu du produit CHOM7MEF. Donc voilà, les hauteurs, les hauteurs maximales de surcote aussi, et la concomitance, c'est ce que je vous ai décrit précédemment. On remarque aussi, il y a les informations issues de l'analyse des données aux archives, donc ce qui donne en fait un niveau de fiabilité en fait des données. Donc on précise la précision sur les enregistrements, les pannes ou des choses comme ça, l'évaluation de l'amplitude et des oscillations haute fréquence pour le cas des marégrammes réexploités. Donc voilà, on fournit un tableau avec les différents paramètres et aussi ces différents paramètres sont représentés sous forme de carte. Donc avec les niveaux, les hauteurs maximales de marée pour chacun des marégraphes. En couleur, c'est en fonction de la période de retour associée. Et aussi les hauteurs maximales de pleine mer et de basse mer et les surcotes instantanées. Donc voilà, la deuxième type de fiche de synthèse aussi, c'est les synthèses par port. Donc en fait, pour chacun des ports étudiés, toutes les différentes tempêtes qui ont touché, qui ont impacté ce port sont listées. Donc en fait, on liste les 10 hauteurs de pleine mer maximales qui ont été mesurées au niveau de l'observatoire. Et donc avec ici la hauteur qui a été mesurée, c'est classé de la plus forte à la plus faible. La fiche tempête correspondante pour avoir plus d'infos sur les caractères, sur les paramètres de la tempête. Et aussi il y a des infos sur les oscillations haute fréquence. Donc ça c'est le paramètre plutôt l'étude sur les sèches. Donc l'amplitude type des oscillations haute fréquence en haut, avec l'amplitude moyenne des oscillations lié à la moyenne des amplitudes liées au 50e centile, donc 50% des hauteurs les plus fortes, 95% des hauteurs les plus fortes, et la hauteur maximale d'oscillation haute fréquence mesurée, donc là qui atteint 80 cm. Ensuite, une analyse spectrale a été faite sur chacun des sites. Je vous détaillerai un peu plus tard l'étude sur la haute fréquence. Donc, on repère en fait les oscillations, les périodes de résonance sur chacun des ports, les amplitudes associées à chacune de ces périodes, les amplitudes moyennes ici et maximales à droite. Et enfin, le dernier type de synthèse qu'on peut trouver dans le rapport, en fait, c'est une identification des événements marquants en termes de hauteur atteinte. Donc, on a listé en fait les hauteurs maximales atteintes supérieures à la hauteur de période de retour 5 ans. Donc, c'est notre H5. Donc, ça représente que 9% des événements étudiés. Donc, peu d'événements anciens. Par contre, on retrouve tous les événements récents connus. Donc, voilà, que j'ai listé ici. Pour chacun des événements, en fait, il y a le paramètre niveau extrême. Donc là, on est situé entre la hauteur de période de retour 5 et 10 ans.
ça a touché principalement Saint-Nazaire. Voilà, donc on voit aussi la carte où on a notre hauteur maximale observée. On a aussi notre surcote instantanée. Donc la hauteur maximale observée, donc c'est la 4e plus haute hauteur de pleine mer observée. La surcote de pleine mer atteint 95 cm à Saint-Nazaire. C'est ce qu'on peut voir sur les séries temporelles de surcote. Et enfin, une identification en termes de surcote instantanée remarquable, on va dire. Donc les pics de surcote instantanée supérieurs à 1 mètre. Donc là, ça représente beaucoup plus d'échantillons, donc 65% des événements. Donc on voit ici un exemple qui a touché principalement la zone Manche orientale, une tempête de 1990, donc avec un pic de surcote exceptionnel d'environ 2 mètres à Boulogne, qu'on voit ici, ici Boulogne, donc, qui dépasse ici 2 mètres à Boulogne et 2 mètres au Havre. Par contre, ces pics de surcote, on voit ici en gris la marée en fait. Donc les pics de surcote sont concomitants avec la basse mer. Donc en fait, ça n'a pas créé de hauteur très exceptionnelle, on va dire. Et donc ces hauteurs sont inférieures aux plus hautes mers astronomiques. Un deuxième exemple, donc sur une tempête beaucoup plus ancienne, donc de 1880, qui a touché Atlantique Nord-Gironde. Donc ici, on voit un pic de surcote notable donc au niveau de Rochefort, avec 1,50 m de surcote et Fort Boyard. Donc voilà, sinon ben, on voit un problème, en fait, ce que disait Bernard Simon tout à l'heure, un problème de phasage de nos prédictions avec les observations, ce qui crée en fait ces oscillations. Mais ça, c'est lié parce qu'on utilise les constantes harmoniques actuelles pour prédire dans le passé, et puis tous les effets anthropiques en fait, qui ont modifié légèrement la marée. Donc, pour conclure, donc, le bilan en fait, du volet 1, donc, il y a eu un travail exploratoire qui a été fait aux archives. Donc un bilan complet des données de niveau extrême historique disponibles au CHUM pour ces dates de tempête a été réalisé. La plus-value des nouvelles données d'archives est toutefois assez modeste parce qu'une seule valeur extrême a été ajoutée. Ceci est dû aux pannes fréquentes en fait, des instruments, surtout en période de tempête. Donc on a une disponibilité partielle des données à ces dates de tempête finalement. Et aussi, toujours avec le problème des métadonnées, en fait, c'est qu'il est difficile d'avoir les informations de référencement pour beaucoup d'anciennes observations. Et en fait, beaucoup de données anciennes, du coup, ont été inexploitables de ce fait. Par contre, on en a tiré quand même pas mal d'enseignements, comme privilégier la valorisation des données d'archives par la reconstruction des séries marégraphiques uniques. Donc ça, c'est ce que vous présentera Yann Ferret demain, je crois, donc sur la reconstruction d'une série de Saint-Nazaire, où il y a eu Marseille aussi et Brest dans le passé. Donc 120 événements ont été étudiés. Ceci révèle peu de hauteurs exceptionnelles. Donc c'est parce que souvent les pics de surcote sont concomitants avec la basse mer, ce qui est plutôt bien pour la population. Je passe assez rapidement. Ces données ont été valorisées déjà par l'intégration d'une partie de ces mesures et de ces dates de tempête dans le projet VIMER 1. Donc, dans le cadre du projet VIMER porté par Météo France, des fiches de tempête pluridisciplinaires en fait, ont été rédigées. Et aussi, ces résultats apportent un support pour orienter les travaux du Work Package 202 du projet INCREO de Météo France, où une dizaine d'événements issus du rapport NIVEX ont été retenus. Et l'objectif de ce Work Package, c'est de refaire de rejeux météorologiques avec des forçages haute résolution. Donc là, je vais juste vous décrire rapidement en fait, le volet 2. Le volet 2 porte sur la caractérisation des particularités des observatoires de marée en période de tempête. Donc, le but est d'améliorer la connaissance des niveaux extrêmes sur le littoral et les facteurs d'amplification. Et en fait, pour vous sensibiliser un peu sur ces facteurs d'amplification, j'ai une petite vidéo là. Hop. En fait, pour vous expliquer, donc en fait, là, c'est sur la plage de Santander où on voit en fait l'arrivée d'une onde infragravitaire en fait sur la plage, et vous allez voir que ça crée quand même une surélévation assez importante du niveau de la mer.
Donc voilà, donc la mer monte assez relativement lentement. Bon, les gens font pas très attention, mais... Donc voilà, je reviens à la présentation. Donc en fait, vous pouvez voir qu'en fait tous ces facteurs, on va dire haute fréquence, comme des boradiers, on a pas mal parlé déjà, ce qui se rajoute en fait à la surcote purement météorologique, n'est pas pris en compte en fait dans nos mesures et dans l'analyse, et c'est des facteurs très importants qui ont un impact vraiment très fort. Parce que là, on voit typiquement sur cet exemple-là une montée finalement assez rapide du niveau d'eau est associée à des courants super importants. Donc ça a des gros impacts. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait ce volet donc a porté sur l'étude des sèches portuaires. Donc pour ça, on a fait une étude au CHUM. Donc l'étude est détaillée dans le poster ici, qui est présenté dans le hall à l'entrée. Donc tout d'abord, ce qui a été réalisé, donc c'est la caractérisation des périodes de résonance et des amplitudes liées aux oscillations haute fréquence pour chacun des ports. Et aussi, on a réalisé une étude couplée modèle-mesure. On a aussi analysé les mécanismes de forçage pour étudier la prédictibilité de ce phénomène de sèche. Voilà le rapport en fait où il y a toutes les différentes fiches qui peuvent être très utiles pour la DGPR et puis les autorités, enfin les DREA et les ports. Donc tout ça c'est dans le rapport Nivext, donc voilà qui est sorti en 2015, rédigé par Camille Debord. Il était téléchargeable gratuitement sur le portail REFMAR, donc l'adresse est ici. Et je pense que vous aurez accès aux présentations pour avoir directement le lien. Bon, je vous remercie.